Bienvenue dans Conversation, Madame Fillaro. Aujourd'hui, avec mon invité, nous allons parler de littérature, mais aussi peut-être de politique, de guerre et peut-être même d'addiction. Je reçois donc aujourd'hui Karine Thuil. Bonjour Karine Thuil, comment allez-vous? Bien, je suis ravie d'être là. Je suis ravi de vous recevoir. Je vous pose ma question rituelle. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? C'est difficile parce qu'il y a comme un dédoublement, c'est-à-dire que pendant la phase d'écriture, on est très seul, pendant parfois plusieurs mois, voire vraiment un temps très très long. Ouais. Et là, tout d'un coup, c'est la période de la promotion et on rencontre beaucoup de gens et c'est très plaisant et en même temps, c'est un choc. Ah oui? Vous passez beaucoup de temps à écrire? Vous avez passé beaucoup de temps à écrire ce nouveau livre? C'est 2 ans et demi d'écriture. Enfin, c'est pas 2 ans et demi d'enfermement, mais quand même, il y a une grande période d'enfermement. Seul, ouais. De solitude. Oui. Et cette solitude, comment vous gérez ça? Disparition, en quelque sorte? On sait que c'est ponctuel, la période de promotion et de rencontres en librairie, donc on la vit pleinement et avec beaucoup de joie. Et on sait qu'on va retourner très vite, très rapidement à sa solitude. Ouais. Votre nouveau livre, c'est La guerre par d'autres moyens. Vous en parlez un peu, pas mal d'ailleurs, en ce moment. Je voudrais juste que vous me racontiez ce qui a déclenché cette envie d'écrire ce livre. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un ancien président, enfin d'un homme qui a été président, qui ne l'est plus, et donc ce qui se passe après. Lui et les personnes autour de lui, son ex-femme, sa femme actuelle, etc. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à ce sujet-là? Alors c'est très surprenant parce que je ne pensais pas du tout écrire sur ce sujet. Je recommençais à écrire sur la justice, dans la lignée de la décision et des choses humaines. Et puis c'est une période de ma vie, de manière totalement hasardeuse, au cours de laquelle j'ai rencontré d'anciens présidents de la République, des conseillers politiques. Et j'ai pensé que ce serait passionnant d'écrire sur l'après-pouvoir. Et les premières pages du livre sont vraiment le fruit d'un surgissement. Il y a quand même un mystère de l'écriture. On nous demande souvent de raconter comment se conçoit un livre. Et là, c'est donc extrêmement énigmatique. Et ce personnage de Dan Lehman, donc qui est le président de la République, s'est imposé de manière assez naturelle. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ces rencontres que vous venez de citer avec ces anciens présidents ou hommes politiques? Est-ce qu'il y a quelque chose, un trait particulier qui vous a touché? Oui, déjà, il y a quelque chose de... Il y a une sorte de densité dans l'air, enfin une sorte d'électricité. Autour d'eux? Autour d'eux. Et ça, je ne l'avais jamais connu avant. Et puis peut-être aussi, ce qui m'a troublée, c'est, il me semble, le contraste entre une certaine représentation et la réalité du vécu intime. Mais ça, je pense que c'est le cas de toutes les personnalités publiques extrêmement exposées. C'est-à-dire que vous n'avez jamais vraiment accès à leur intériorité. Et le but de ce roman, c'était aussi de raconter ce qui se passe derrière la façade. Dans l'intimité d'un être, et notamment le personnage de Dan Lehman se confie à son dictaphone, comme le faisait Nixon. Oui. Il se confie à son dictaphone. D'ailleurs, les passages où il se confie sont dans une typographie un peu différente pour donner un peu ça. C'est un peu comme si c'était la voix de sa conscience, en quelque sorte. Exactement. Et c'est peut-être le seul moment où il est vraiment lui-même. Alors après, il y a d'autres moments dans sa vie, notamment quand il est avec ses enfants ou avec son ex-femme Marianne, qui est une écrivaine qu'il a quittée quelques années plus tôt pour épouser une femme plus jeune, qui, elle, est actrice. Et donc, dans ces moments-là, il est... on le saisit, disons, dans toute sa sensibilité, dans toute sa vérité. C'est peut-être aussi ce point-là que j'avais envie de raconter, le point de bascule chez un homme qui chute d'une certaine façon d'un piédestal qui est quand même la hiérarchie suprême, l'autorité de l'État au plus haut niveau. C'est vraiment tout le livre vraiment sur cette histoire-là, c'est-à-dire sur cette chute. C'est ce que vous tentez de saisir en le montrant tout le monde, les gens autour de lui, même ses pensées, etc. C'est ça qui vous intéressait le plus, cette façon finalement de tomber, voire de s'effacer même? Moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse en littérature, déjà de saisir les êtres au moment où ils vacillent. Et puis, ce livre, il parle aussi de toutes les sortes de pouvoirs. Bien sûr, le pouvoir politique, l'après-pouvoir, mais aussi le pouvoir dans le couple, qui a le pouvoir dans un couple, parce qu'on le voit quand même
en prise avec ses ex-compagnes ou sa compagne actuelle, le pouvoir entre les hommes et les femmes aujourd'hui après MeToo. Donc c'est vraiment une exploration assez large du pouvoir dans la société contemporaine. Vous avez parlé du surgissement des premières pages. Comment ça s'est fait exactement? Parce que je trouve ces premières pages vraiment saisissantes dans ce qu'elles racontent, dans ce qu'elles racontent même de l'époque, de la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire vous faites votre premier chapitre, c'est comme un condensé de ce qu'on vit en ce moment. Oui, tout à fait. On le saisit au moment où donc lui, il publie un livre en espérant revenir sur la scène médiatique et il raconte comment, dès son réveil, il cherche son classement dans la liste des meilleures ventes. On voit à quel point il est obsédé par l'idée d'exister encore. Et c'est vrai que c'est surprenant parce que ces premières pages me sont venues et j'avais le sentiment qu'elles étaient beaucoup plus habitées que celles que j'avais pu écrire sur un autre sujet. Ah oui. Et c'est vrai que c'est là qu'on voit qu'un livre, c'est aussi un univers dans lequel le lecteur entre ou pas. Et vous-même, en tant qu'auteur, vous l'occupez, vous l'habitez. Et je me dis toujours aussi, quand j'écris, si moi je ressens cela très fortement, le lecteur va aussi se dire, moi aussi je ressens ça. Vous construisez un espace et vous voyez si le lecteur va y pénétrer. D'abord, je pense à moi, en tant que lectrice, quand j'écris. Il faut vraiment que ça me plaise. Je vais quand même passer plus de 2 ans avec des personnages, un texte. Donc, il faut vraiment être assez obsédé, voire passionné par le texte. Et puis, je pense qu'il y a une passion qui est communicative, qui est contagieuse et qu'à un moment, le lecteur lui-même va se retrouver complètement happé par vos ressorts romanesques, par tout ce que vous avez construit autour du livre. Avant de continuer à parler du livre, je vous propose de regarder la photo que vous nous avez envoyée. On va regarder, vous allez nous dire ce que c'est exactement. Qu'est-ce que c'est cette photo? Alors, c'est une photo qui a été prise au festival à la Mostra de Venise, puisque le film adapté des choses humaines, qui a donc été réalisé par Yvan Attal, qui est sur la photo, avait été projeté à Venise et donc il m'avait invité à le rejoindre et c'est un moment très joyeux, très amical, puisque tout le tournage du film et même l'écriture, puisque Yvan ne l'a pas écrit avec moi, mais avec sa co-scénariste Yael Langman, s'est passé merveilleusement bien, contrairement au tournage que je raconte dans La guerre par d'autres moyens, qui est complètement chaotique. Et j'ai choisi cette photo parce que c'est vrai aussi que ça a été peut-être une amorce qui annonçait le livre à venir, à savoir, j'ai compris quelle pouvait être la place aussi d'un écrivain, d'un auteur dans l'univers du cinéma, qui n'est pas un univers qui attend les auteurs. C'est vrai que les livres sont utilisés comme une matière brute qui va servir à nourrir un scénario, qui lui-même va servir à alimenter le travail d'un cinéaste. Et donc, j'ai trouvé que ces rapports entre les différentes formes de création étaient intéressants à raconter aussi, sachant que dans le cinéma, il y a des enjeux d'image, il y a des enjeux économiques qui sont beaucoup plus importants qu'en littérature. Quel a été votre sentiment, vous, par rapport à ça, par rapport à l'adaptation, au fait que ce que vous écrivez d'un coup passe ailleurs et passe finalement dans les mains de plusieurs autres personnes? Quel est votre sentiment profond par rapport à ça? Moi, j'adore le cinéma. Donc vraiment, je considère que c'est un art majeur. J'adore voir des films. Et j'accepte, je pense, assez bien l'idée que quelqu'un s'en empare pour en faire quelque chose d'autre. D'ailleurs, je pense que le livre ne raconte pas une expérience malheureuse sur le point seulement de l'adaptation, mais plutôt l'opportunisme des relations dans ces univers où, évidemment, le texte ne devient qu'une matière à exploiter et où, parfois, il y a une forme aussi de cynisme de la société, c'est-à-dire un contraste très fort entre une représentation et vos convictions réelles. Et ça, à travers le personnage de Romain Nizan, qui est un cinéaste en apparence engagé socialement, féministe, et qui montre un autre visage dans sa vie privée. J'ai essayé d'explorer les contradictions aussi de ces univers créatifs. Votre livre, évidemment, raconte cette chute de quelqu'un qui n'est plus au pouvoir, mais on se demande si cette chute, est-ce qu'elle est due vraiment à la perte du pouvoir ou est-ce qu'elle n'est pas due à la perte du couple? Parce qu'il y a quand même, il a formé 2 couples et on sent bien que la déliquescence de sa vie, elle part aussi de là.
C'est-à-dire, sa chute, c'est aussi une chute amoureuse. Ah, tout à fait, oui. C'est un homme qui avait bâti sa carrière, construit sa carrière avec sa première femme, avec laquelle il avait eu 3 enfants, Marianne. Et puis, quand il est devenu ministre, il a rencontré une jeune actrice de 20 ans de moins que lui. Et il a donc tout fait exploser pour vivre cette passion sexuelle, amoureuse, qui s'éteint d'ailleurs, il le dit assez vite. Mais avec cette femme, il a une enfant, une petite fille, qui a 3 ans quand le livre s'ouvre et qui est née sourde-muette. Et je dirais que déjà, c'est cette épreuve existentielle très forte dans sa vie qui cause une première cassure et qui le fait sombrer très vite dans l'alcool et l'alcoolisme. Et il y a ce regret chez cet homme d'avoir brisé cet édifice familial avec cette femme, Marianne, qui elle a 58 ans et avec laquelle il avait une vraie complicité intellectuelle, amoureuse, presque amicale. Donc le livre raconte aussi l'attachement, le sexe comme moteur. Comme moteur. Vous dites à un moment, le sexe, le personnage dit à un moment, je crois, le sexe, entre la naissance et la mort, le sexe est la seule alternative au suicide. Oui. En quelque sorte. Donc il y a quelque chose de très, presque cynique dans cette vision-là. Parce qu'il me semble que c'est un élément qui échappe complètement au contrôle, le désir sexuel. Et j'aime bien dans mes romans l'intégrer comme l'instrument du saccage, pas seulement comme quelque chose de... L'instrument du bordel, un peu. Voilà, c'est un peu exactement ça. Et les personnages sombrent très souvent à partir d'une rencontre, d'une aventure sexuelle. Et ça, c'est parce que c'est aussi un pouvoir. Le pouvoir que suscite le désir, la beauté, la jeunesse. La jeunesse est aussi un des grands pouvoirs. Il y a 2 choses quand même. C'est-à-dire il y a cette chose qui finalement est assez banale d'un couple qui se sépare parce que l'homme a rencontré une femme plus jeune et puis il reforme un couple et puis ça se redégrade. Et il y a aussi cette autre chose qui est finalement une mince erreur, une erreur, ou en tout cas un acte, un geste sexuel notamment, mais en fait peut aussi vous faire chuter. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est quelque chose que j'avais beaucoup à explorer dans les choses humaines, notamment à la fois le sexe qui consolidait un couple, et puis le sexe qui pouvait devenir un élément de destruction, de perturbation. Et j'en joue aussi dans La guerre par d'autres moyens, notamment avec d'autres personnages, le réalisateur notamment, qui est une sorte de consommateur assez frénétique et qui utilise un peu les femmes comme des objets. Je vous propose de passer à notre séquence suivante. On va écouter de la musique. On va voir à quoi ça vous fait penser, si vous reconnaissez ou pas. On écoute un premier morceau. Un peu mieux, c'est pas Eminem, non ? Non, c'est pas Eminem. C'est Snoop, c'est Snoop Dogg. Oui, j'aime bien en plus, mais j'ai pas reconnu. Et c'est un morceau qui s'appelle Gin and Juice. Je l'ai aussi mis pour la référence à l'alcool. Parce que l'alcool est un moteur dans le livre. C'est très présent. C'est très très présent. Enfin, l'alcool, l'addiction, comment ça fait chuter encore plus le personnage. D'où vient cette idée-là dans ce personnage ? Pourquoi l'alcool précisément ? Est-ce que ça aurait pu être autre chose, une autre addiction ? L'alcool s'est imposé de manière assez rapide. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que les alcooliques doivent le cacher. Et puis il y a toute cette facette de votre personnalité qui va changer. Donc il est irritable, il est imprévisible. À certains moments de la journée, il disparaît. Et j'avais envie de raconter aussi cette souffrance à cacher une douleur et une dépendance qui est la vôtre. Il me semblait que ça le rendait aussi attachant, puisqu'il incarne quand même le contrôle absolu, chef de l'État, et face à une bouteille, il n'est plus rien. Et en travaillant sur l'alcoolisme, j'ai eu envie d'aller plus loin, puisque d'autres personnages ont aussi des addictions, puisque sa femme, Hilda, prend des antidépresseurs, le réalisateur prend ponctuellement de la cocaïne, et tous les personnages d'une certaine façon, ils ont une vulnérabilité de départ qui est accentuée par cette dépendance. Ils médicamentent un peu tous leur vie, dans le sens où ils ont tous besoin de quelque chose pour vivre, en fait, ou même ne serait-ce que pour regarder la vie. À propos de l'alcool, ce que j'ai trouvé très 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 beau, très 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 juste, c'est vous décrivez ça comme un jeu social, c'est-à-dire que le personnage sort
des dîners, et puis il ne voit que des gens qui boivent comme lui, etc. etc. Il y a tout un jeu, et on comprend que c'est comme ça qu'il vit, en fait, et que c'est comme ça que la société fonctionne, en quelque sorte. Tout à fait. Et il y a ce côté festif de l'alcool qui rend les choses assez intéressantes à décrire justement dans un roman, parce qu'il ne veut fréquenter que des gens qui boivent comme lui. Et puis après, on le voit aussi dans son intimité. Confronté à ce manque dès le départ. Et d'ailleurs, dans le livre, j'utilise une typographie particulière pour le moment où il sent, tangue. Voilà, où il ressent une grande anxiété. Parce qu'on parle beaucoup de l'alcool du côté de l'ébriété, mais rarement de l'anxiété de départ, l'anxiété dès le réveil. Et ça montre une toute autre facette de Lehmann aussi, puisqu'il lutte contre ce démon de l'alcool. Je vous propose d'écouter autre chose. Alors, c'est pas exactement de la musique, mais on va voir si vous reconnaissez quand même. On va reconnaître. On écoute. 1956. Strange now to think of you, gone without corsets and eyes, while I walk on the sunny pavement of Greenwich Village, downtown Manhattan. Non. C'est Allen Ginsberg qui récite son poème Kaddish. Je voulais vous faire écouter parce que vous avez écrit un livre. C'est drôle parce que Kaddish de Allen Ginsberg, je l'ai à la maison. On m'en parle tout le temps puisque j'ai écrit Kaddish pour un amour et je ne l'ai toujours pas lu. Ah oui. Donc je ne l'aurais pas reconnu. C'est un long poème, c'est un de ses grands poèmes. Je ne l'ai pas lu. À propos de sa mère. Évidemment, je l'ai choisi aussi à la fois pour le titre qui fait référence à votre livre sorti il y a 2 ans, je crois. C'est ça. Votre recueil de poèmes. Et aussi pour la poésie. Qu'est-ce que ça représente encore pour vous, la poésie ? Qu'est-ce que c'est la poésie pour vous ? Dans ce livre-là, on est très éloigné de la poésie. Oui, c'est vrai qu'il y a... Si elle cite à un moment, je crois, Éluard, ça fait partie de ma vie. Je pense que c'est une façon de vivre, la poésie. D'ailleurs, j'ai commencé par écrire de la poésie avant de venir au roman. Et puis, j'ai écrit pendant assez longtemps de la poésie, mais sans jamais penser en publier. Et après mon roman La Décision, j'avais vraiment envie de revenir aux mots comme matériaux bruts, sans aucune contrainte économique, médiatique. Je savais qu'évidemment, un recueil de poèmes ne serait pas lu, ne serait pas reçu comme un roman. Et ça a été une expérience artistique et humaine aussi, parce que je dirais que la poésie, ça touche à quelque chose de très intime chez l'être. Plus intime. Oui, peut-être qu'il faut être plus direct, il faut aller à l'essentiel. Il y a presque quelque chose de plus authentique, de plus politique encore dans la poésie. Plus politique ? Oui, d'ailleurs, il y a beaucoup même de poètes qui... contemporaines d'ailleurs. Voilà, ou même au début du XXe siècle, qui ont beaucoup écrit de poésie dans l'espoir de s'affranchir de dictature. Est-ce que c'est le même travail ? Est-ce que c'est la même intensité de travail d'écrire de la poésie et d'écrire un roman ? Non. J'imagine que c'est pas le même temps. C'est une très bonne question parce qu'on me la pose rarement et ça n'a rien à voir. L'écriture, la poésie, c'est vraiment un surgissement, mais qui vient par instant, sorte de fulgurance. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment réfléchir longtemps au poème. Il y a le poème qui s'écrit sous une forme d'impulsion. Le roman, c'est beaucoup plus... Bien sûr, il y a cette impulsion de départ dont je parlais, mais c'est beaucoup plus réfléchi. Très souvent, les gens me disent « Mais tu avais le roman dès le départ ?» Et ça me fait toujours sourire, cette question, parce que évidemment que non, on ne peut pas avoir un roman aussi dense dès le départ. On a quelques bribes, on a quelques idées, mais c'est un tissage, c'est une réflexion, c'est des... Et même, on parle beaucoup de la page blanche. Moi, je n'y crois pas du tout à la page blanche. Un livre s'écrit par la pensée, avant tout. Et l'acte d'écrire n'est que la continuité d'une pensée qui est une pensée longue. Le roman, c'est l'espace du temps long. Du temps long. Alors que le poème, c'est encore autre chose. Oui, c'est vraiment différent. Est-ce qu'il y a le même rythme dans votre écriture d'un texte de roman et d'un texte de poésie ? Est-ce que vous retrouvez votre rythme ? Non, parce que je crois que pour le roman, j'adapte aussi la langue au fond de l'histoire, à ce que je veux raconter. Par exemple, pour l'invention de nos vies, c'était sur la pression sociale, économique. Il y avait une sorte de nervosité dans l'écriture. J'avais employé des barres obliques pour créer des phrases longues et très rythmées. Pour La Décision, c'est un texte sur le milieu de l'antiterrorisme. Évidemment,
une langue très sobre, un peu sèche. On ne peut pas faire d'effet de style littéraire dans un texte sur l'antiterrorisme. Et là, aussi, je voulais une langue un peu nerveuse, qui ait une vraie tension, parce que c'était aussi un livre qui prétendait un peu s'attaquer au politiquement correct, au tabou de notre société. Donc je voulais vraiment qu'il y ait une forme de violence, de vigueur, de vitalité dans la langue. Je vous propose de passer à notre séquence suivante. On va regarder les mots. Et le premier mot, âge. Pas tant le vôtre, mais plutôt à un moment, un des personnages, l'ex-femme du personnage principal, dit « J'ai eu un succès littéraire à 55 ans, c'était totalement inattendu ». Oui, bah pour elle, c'était totalement inattendu. Moi, j'ai eu heureusement un public un petit peu plus tôt. Mais l'âge, c'est vraiment une thématique qui est au cœur du livre, parce qu'il y a 3 portraits de femmes, notamment une femme, l'actrice qui a 43 ans et qui subit la disqualification due à l'âge dans le monde du cinéma, une écrivaine de 58 ans, et à travers elle, je parle de la condition de la femme à la cinquantaine. Voilà. Et puis, il y a le personnage de Léonie, qui est la fille de Lehmann et de Marianne, qui, elle, a 24 ans et qui incarne la relève, c'est une jeune fille qui est de tous les combats féministes, qui pense la condition de la femme aujourd'hui. Et donc, j'aborde aussi les difficultés liées à l'âge et j'ai confronté mes personnages sur ces questions-là. Finalement, à travers la chute d'un homme, vous racontez 3 âges de femmes. Oui. C'était vraiment un point que je voulais aborder. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait qu'il y avait une hypocrisie là aussi entre la représentation de la femme qu'on nous propose, notamment au cinéma, avec des portraits de femmes de 50 ans, combatives, bien armées, intellectuellement, toutes bien ancrées socialement, et la réalité du ressenti des femmes que je côtoyais, qui révélait quand même une certaine souffrance. Donc le livre parle aussi de ces difficultés-là. Le mot suivant, en un mot, couple. C'est quoi un couple pour vous ? C'est malmené dans le livre. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais. C'est un mystère. Moi, déjà, que 2 personnes décident de vivre ensemble au quotidien, j'ai toujours trouvé ça extrêmement mystérieux, presque improbable. Ça vous est arrivé ? Et ça m'arrive. Ça m'arrive depuis longtemps. Et j'avais envie, j'aime bien confronter mes personnages à des difficultés réelles, c'est-à-dire la réalité du quotidien, de la perte d'un amour, de la baisse du désir. Donc des sujets là aussi dont on ne parle pas franchement. Souvent on apprend que les couples se sont séparés, mais on ne sait jamais vraiment ce qui sous-tend ces séparations. Le mot suivant, succès. Ça représentait quoi le succès pour vous en un mot ? Alors moi c'est un peu comme Marianne dans le livre, à savoir que je l'ai toujours accueilli avec une joie un peu méfiante. Parce que, je crois que j'ai, depuis que je suis enfant, très conscience de la précarité des choses. Quand elles sont bonnes et qu'elles arrivent, il faut en profiter, mais je sais que ça peut ne pas durer. Donc j'ai un rapport, je crois, assez distant avec le succès. D'ailleurs, le livre parle aussi de l'injonction à la réussite dans la société et comment c'est difficile pour les individus de supporter cette sorte d'obligation de réussite. Et c'est la fin du succès. Et puis non, c'est-à-dire c'est surtout la fin de soi-même, parce que il y a différentes façons d'obtenir une forme de sérénité dans la vie, et le succès n'en est pas forcément une. Le mot suivant, le dernier mot, en un mot, bientôt. Qu'est-ce qu'il y a bientôt pour vous ? Bientôt, je vais retourner à ma solitude et écrire un prochain roman. Vous avez déjà l'idée en tête ? Oui. Mais j'y pense surtout, j'y pense beaucoup. Je pense tout le temps à l'écriture. C'est votre compagnon ? En fait, c'est un envahissement. Je dirais que vous êtes envahi quand vous êtes écrivain. Avant de se quitter, je vous propose de regarder une vidéo, un message que quelqu'un a envoyé pour vous. On va regarder on regarde tout de suite. J'espère que tu vas bien. Voilà, je suis sûr que ça va être passionnant de t'écouter. Je voudrais te dire à quel point je t'aime et je t'admire. Tu sais que je lis tous tes livres depuis toujours, mais voilà, le dernier m'a encore émerveillé par sa beauté, sa puissance. Je ne sais pas où tu t'arrêteras. Voilà, je trouve ça de plus en plus fort, et l'œuvre romanesque que tu es en train de nous délivrer est absolument magistrale. Voilà, donc je te dis toute mon admiration à nouveau. Et je voudrais savoir, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages masculins dans tes livres, comment tu écris
décris et comment tu décris les hommes? Comment vous décrivez les hommes? Alors d'abord, je voudrais dire que j'adore David, c'est un ami de très très longue date, c'est comme quelqu'un de ma famille, comme un frère. Ouais. Et moi aussi, j'adore son travail et son dernier livre que je viens de finir d'ailleurs. Comment je construis mes personnages d'hommes? Vous n'allez certainement pas me croire, j'ai plus de facilité à me glisser dans la peau d'un homme quand j'écris que dans la peau d'une femme. Un écrivain, c'est à mon sens plutôt un observateur avant tout. Et donc j'observe beaucoup les êtres, la façon dont ils réagissent. Et je construis mon travail de cette façon, par l'observation. Et aussi, j'ai beaucoup de discussions avec des amis, hommes et femmes d'ailleurs, sur des sujets qui leur sont très très personnels et intimes. En exergue de votre livre, il y a une citation de Marguerite Duras, mais à propos de l'alcool. Est-ce qu'on pourrait, à propos des hommes, citer Marguerite Duras qui disait « Il faut beaucoup aimer les hommes ». Ah oui, j'aime, pour les supporter. Pour les supporter, j'aime absolument. Beaucoup cette phrase. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est un peu ça en fait aussi votre livre. C'est-à-dire, ce personnage finalement, ce personnage de président déchu, vous l'aimez beaucoup. Mais je l'aime, c'est ça. Moi, je cherche à équilibrer les rapports en réalité et pas du tout à opposer les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, on le sent même dans mon précédent, dans Les choses humaines, où j'essayais d'être dans une complexité parce que les rapports humains sont extrêmement complexes et c'est cette complexité que de livre en livre, j'essaye de délier. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour cette conversation. Merci. Et à très bientôt, j'espère. Merci. Merci de nous avoir écoutés et suivis. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Conversation. Keep coming up with funky ass shit like every single day. May I kick a little something for the G's and make a few ends as I breeze?